J'ai 83 ans et les gens me regardent toujours avec ce visage doux, plein de pitié, quand je dis que je vis seule. Ils baissent la voix comme s'ils demandaient des nouvelles d'une maladie. Laura Grace, tu ne te sens pas seule? Ils ne posent pas la question comme une vraie question. Ils la posent comme s'ils connaissaient déjà la réponse. Alors voici ma confession. Vivre seul ne m'a pas brisée, perdre ma dignité presque. On te prévient toujours du silence. Personne ne te prévient de ce que ça fait quand ta propre famille commence à te traiter comme si tu étais devenue dangereuse pour toi-même. Personne ne te prévient de la vitesse à laquelle ils diront établissement au moment où tu leur fais peur. Personne ne te prévient de l'humiliation d'être traité de têtu, alors qu'en réalité tu essaies juste de rester humaine. Et écoute, je ne suis pas là pour te dire que vivre seul est un rêve tous les jours. Je ne vais pas te vendre une fantaisie. J'ai eu des nuits où le silence était coupant. J'ai eu des matins où je me réveillais et je n'avais pas envie de sortir du lit parce qu'il n'y avait personne pour remarquer si je ne le faisais pas. J'ai eu une chute catastrophique qui m'a laissée par terre pendant 11 heures. Je suis restée assise à la maison de retraite Meadowbrook pendant 30 jours et j'ai réalisé à quelle vitesse une vie peut être retirée au nom de l'aide. Mais je suis toujours là, chez moi, à mes conditions. Et ce que j'ai trouvé entre ces murs, ce n'est pas une tragédie, c'est la paix, une vraie paix, mélangée à une peur que j'ai appris à gérer au lieu de la nier. Il y a 5 choses que personne ne te dit sur le fait de vivre seule en tant que femme âgée. 5. Je vais toutes te les dire et je garde la plus lourde pour la fin parce que c'est celle qui décide si vivre seule devient une liberté ou devient une sorte de danger lent. La première chose que personne ne te dit, c'est que le silence peut sembler être un ennemi avant de devenir un ami. Laisse-moi t'expliquer. La première nuit que j'ai passée vraiment seule après la mort de Vincent, je pensais être prête. Je ne l'étais pas. Vincent était parti depuis peu et je continuais à le chercher sans m'en rendre compte. Je sortais 2 tasses pour le thé, puis je restais figée, la main dans le placard. Je tournais la tête quand j'entendais la maison travailler, en m'attendant à entendre ses pas. Cette première nuit, la maison semblait trop grande pour une personne. Chaque petit bruit comptait. Un tuyau claquait, une planche du sol craquait, le réfrigérateur bourdonnait, et mon esprit inventait le reste. J'ai allumé la télévision pour avoir de la compagnie. Je ne la regardais même pas. J'avais juste besoin de voix pour ne pas avoir l'impression de disparaître. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que je n'avais pas peur des cambrioleurs. J'avais peur de moi-même. J'avais peur de ce qui surgirait dans le silence, quand je ne serais plus occupée à être la femme de quelqu'un ou la mère de quelqu'un. Je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de thé qui a refroidi et j'ai pensé, qui suis-je maintenant? Qui suis-je si je ne m'occupe pas de quelqu'un à chaque minute? Honnêtement, je n'avais pas de réponse. Et ça m'a fait plus peur que la mort. La deuxième chose que personne ne te dit, c'est que vivre seul t'oblige à te rencontrer toi-même, que tu t'aimes ou pas. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose avant de continuer. Beaucoup de femmes de ma génération ont été élevées pour être utiles d'abord et personne ensuite. J'étais douée pour être utile. J'étais une aidante, une organisatrice, une médiatrice, celle qui se souvenait des anniversaires et des ordonnances et de l'endroit où étaient rangées les serviettes supplémentaires. Quand tout le monde est parti et que Vincent n'était plus là, mon utilité n'a pas disparu, mais le public, si. Et sans public, je me sentais inutile. Alors j'ai commencé petit. Et écoute,
Ça va paraître presque ridicule, mais fais attention à ce détail parce qu'il comptera plus tard. Un soir, j'ai décidé que j'allais cuisiner un plat que Vincent n'aimait pas spécialement et dont les enfants se seraient plaints. Je l'ai fait parce que moi je l'aimais. J'ai utilisé ma belle vaisselle, pas pour des invités, pour moi. J'ai allumé une bougie. Je me suis assise comme si j'avais de l'importance. Et la nourriture avait un goût différent. Elle avait le goût de la permission d'exister sans jouer un rôle. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que c'est ça la véritable indépendance. Pas faire tout toute seule par fierté. L'indépendance, c'est me traiter comme si je valais de l'effort, même quand personne ne regarde. La troisième chose que personne ne te dit, c'est que vivre seul peut être incroyablement puissant, et puis, en un instant, ça peut devenir terrifiant si tu n'es pas préparé. C'est là que l'histoire devient lourde. Je vivais seule depuis des années quand je suis tombée. Je ne faisais rien de spectaculaire. Je n'étais pas montée sur une échelle. Je ne prenais pas de risques. Je marchais dans mon propre salon, j'ai tourné trop vite, et mon pied a accroché le bord d'un tapis. Je suis tombée lourdement. J'ai essayé de me relever. Mon épaule a hurlé. J'ai essayé de rouler. Ma hanche ne voulait pas coopérer. Je voyais mon téléphone sur la table basse et je ne pouvais pas l'atteindre. Je l'ai entendu sonner à un moment. Quelqu'un appelait. J'ai appris plus tard que c'était Sarah. Mais je ne pouvais pas l'atteindre. Je suis restée là pendant 11 heures. Je me suis fait pipi dessus. J'ai eu froid. Puis j'ai eu chaud. Je me suis mise à parler toute seule à voix haute parce que le silence a commencé à me donner l'impression qu'il pesait sur ma poitrine. Je me souviens d'avoir fixé le dessous de ma table basse en pensant « C'est comme ça que ça se termine ?» Pas avec du drame, avec de la poussière et le bourdonnement du réfrigérateur. J'avais honte, j'étais effrayée, je me sentais un fardeau avant même que quelqu'un ne me trouve. Quand Emma est finalement passée et m'a trouvée, elle a tellement pleuré qu'elle pouvait à peine parler. Elle répétait « Oh mon Dieu, maman, oh mon Dieu !» Et j'ai essayé de la réconforter depuis le sol, ce qui m'énerve encore quand j'y pense. Cette chute n'a pas seulement couvert mon corps de bleu, elle a donné à mes enfants une histoire à utiliser contre moi. Et c'est là que tout s'est effondré. Les 5 se sont réunis comme un comité. David avait ce ton tendu, de gestionnaire. Linda avait des faits et des inquiétudes. Michael avait l'air malade. Sarah essayait de paraître douce. Emma s'essuyait sans cesse les yeux, comme si les larmes étaient une preuve. David a dit « Maman, ça ne peut plus arriver. » J'ai dit « Je sais. » Linda a dit « Tu ne peux pas vivre seule, ce n'est pas sûr. » Et j'ai commencé à expliquer. J'ai commencé à me justifier. J'ai commencé à marchander. J'ai dit des choses comme « D'habitude, je fais attention » et « C'était juste un accident » et « Je peux faire des changements » et « Ça ira ». Tu sais ce qui m'a le plus surprise? Plus j'expliquais, moins ils écoutaient. Mes explications n'aidaient pas. Elles me faisaient sonner comme une enfant. Puis David a prononcé le mot qui fait se nouer l'estomac de toutes les femmes âgées. Établissement. Ils ont appelé ça Meadowbrook. Ils ont appelé ça juste pour 30 jours. Ils ont appelé ça temporaire. Ils ont appelé ça pour ton bien. Attends, c'est pire. Ils ont agi comme si je n'avais pas de vote, comme si ma peur et ma dignité étaient des détails secondaires. Ils étaient inquiets, oui, mais ils étaient aussi soulagés d'avoir un plan d'action qui ne leur demandait pas de rester assis avec l'incertitude. Je suis allée à Meadowbrook, 30 jours, et je veux que tu entendes ça de la bouche de quelqu'un qui y était. Tu peux te perdre très vite dans un endroit comme ça si tu ne te bats pas pour rester une personne. Le personnel n'était pas cruel à chaque minute. Certains étaient gentils.
Mais le système te traite comme un planning, une tâche, un lit. Et si tu es une femme âgée qu'on a formée à être sage, tu vas te rétrécir pour rentrer dedans. Je me suis surprise à m'excuser de devoir être aidée pour aller aux toilettes. Je me suis surprise à attendre pour parler que quelqu'un me regarde. Je me suis surprise à penser peut-être que c'est ce que je mérite en vieillissant. Cette pensée m'a fait plus peur que ma chute. La quatrième chose que personne ne te dit, c'est que vivre seul t'apprend à protéger ta paix et que cette protection va offenser certaines personnes. Quand je suis sortie de Meadowbrook, parce que je suis sortie et j'ai dû me battre pour ça, je suis rentrée chez moi et j'ai changé la façon dont je laissais les gens me traiter. J'ai arrêté de laisser mes enfants me parler comme si j'étais un problème à résoudre. J'ai arrêté de trop expliquer. J'ai arrêté de les supplier de comprendre mes choix. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que le respect n'est pas quelque chose qu'on demande. C'est quelque chose qu'on fait respecter par son comportement. Si David venait et commençait à balayer ma maison du regard comme un inspecteur, je ne me dépêchais pas de le rassurer. Je disais « Assieds-toi et parle-moi comme à ta mère, ou tu peux rentrer chez toi. » Si Linda commençait avec « Maman, tu devrais », je disais « J'écouterai ton inquiétude et ensuite je déciderai. » Si Sarah utilisait cette petite voix douce qui veut dire qu'elle essaie de me gérer, je marquais une pause et je disais « Dis ce que tu veux vraiment dire ». Ce genre de fermeté met les gens mal à l'aise, surtout des enfants adultes habitués à ce que leur mère se plie. Mais voilà, ma paix a plus de valeur que le confort de qui que ce soit face à mes choix. La cinquième chose que personne ne te dit, et c'est celle que j'ai gardée pour la fin, c'est que vivre seul t'oblige à construire une relation avec toi-même que personne d'autre ne peut construire pour toi. Parce que si tu n'apprends pas à être avec toi-même, tu vas commencer à courir après l'attention d'une façon qui t'humilie. J'ai fait ça. Je n'en suis pas fière, mais je suis honnête. Après la mort de Vincent, j'appelais trop souvent mes enfants. Je ne pensais pas être dans le besoin. Je me disais que je prenais des nouvelles. Mais j'essayais de boucher un trou dans ma vie avec leur voix. Quand ils ne répondaient pas, je me sentais rejetée. Quand ils répondaient, je parlais trop longtemps. Je donnais des conseils. J'essayais d'être nécessaire. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que je les entraînais à me voir comme dans le besoin au lieu de me voir forte. J'échangeais ma dignité contre un moment de réassurance. Après la chute, j'ai compris quelque chose de brutalement simple. Si je voulais rester chez moi, je devais devenir quelqu'un sur qui je pouvais compter. Pas dans un fantasme, de façon pratique. Je devais me créer des routines. Je devais mettre en place des systèmes de sécurité. Je devais garder mon téléphone sur moi. Je devais bien manger. Je devais bouger mon corps chaque jour. Je devais arrêter de prétendre que j'étais invincible et commencer à agir comme si j'étais responsable. Ce n'est pas de la solitude, c'est l'âge adulte. Et c'est là que j'ai commencé à tout noter, juste pour moi. Des petites règles et des rappels pour ne pas finir de nouveau par terre, pour ne pas finir de nouveau à Meadowbrook, pour ne pas oublier ce que la peur m'avait appris. Je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais ma petite fille Claire a trouvé mes notes quelques mois plus tard et m'a dit que d'autres femmes en avaient besoin. C'est elle qui m'a aidé à les mettre en ligne. Elle a appelé ça le guide définitif de la liberté. Je me sens encore bizarre par rapport à ça, honnêtement. Mais ça, c'est une histoire pour la fin de cette vidéo. Parce que la fin de cette histoire, c'est le moment où je te dis ce qui se passe maintenant. Mon fils David a rappelé encore cette semaine. Il a dit « Maman, tu dois enlever ça. Tu fais honte à la famille. Tu étales nos affaires privées. » Et ma fille Linda a dit sa propre version de la même chose aussi. Et je me suis assise ici, à cette table,
et j'y ai réfléchi. J'ai 83 ans. Je n'essaie pas d'être une sorte de personnalité d'Internet. J'ai honte de vendre quelque chose à mon âge. On m'a appris à garder les affaires de famille pour soi. Mais je continue de recevoir des lettres de femmes qui disent « Je pensais que vivre seule voulait dire que j'étais fichue » ou « Mes enfants me mettent la pression » ou « Je suis tombée et je n'ai jamais dit à personne à quel point c'était humiliant » ou « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas finir en maison de retraite » et je ne peux pas faire comme si je ne les entendais pas. Alors je vais le dire clairement. Le lien vers le guide définitif de la liberté est dans le commentaire épinglé. Je l'enlèverai peut-être bientôt parce que je perds courage et parce que mon fils continue de me mettre la pression. Donc, si quelque chose que j'ai dit aujourd'hui t'a touché, clique maintenant. N'attends pas. Et si tu t'es senti vu ici, laisse un like. Ça me dit de continuer à dire la vérité, même quand ma famille préférerait que je ne le fasse pas. Je lis chaque commentaire que tu laisses, chaque un. Si tu vis seul et que les gens te plaignent, dis-moi ce qu'ils disent. Si tu as peur de perdre ta maison, dis-le-moi, je suis là. Abonne-toi si tu veux continuer à parler. Chaque semaine, je m'assois à cette table et je te dis la vérité, parce que vivre seule en tant que femme âgée n'est pas une tragédie. Mais vivre sans dignité, ça l'est. Et je ne ferai pas ça. Plus jamais.